Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour les conférences. C'est toujours un plaisir de vous accueillir ici. Le plaisir est encore plus grand puisque je vais introduire la conférencière, qui est Oriane de Longueval, pour nous présenter un travail intitulé. Ah, c'est plus l'affiche, c'est plus le nom de l'affiche. Donc sur l'affiche, c'était marqué le travail culturel d'une équipe binationale de police face à la criminalité. Je pense qu'il faut lire, et on a eu un changement de titre entre-temps, pour un titre peut-être plus court et plus efficace. Donc, mais que font les polices aux frontières? Juste, je vais rapidement présenter la conférencière et le contexte de cette étude très rapidement. Donc, Oriane est actuellement collaboratrice scientifique dans l'équipe CRAFT que je dirige. Préalablement, elle a réalisé un postdoctorat aussi dans l'équipe où elle a travaillé principalement sur deux projets. Un premier projet qui était sur la coactivité et la négociation de la sécurité entre les équipes de circulants et de contrôleurs dans le domaine ferroviaire, avec dans le cadre d'un contrat de recherche qu'on avait avec la SNCF. Et puis, elle a travaillé aussi sur un deuxième projet qui était plutôt sur les soft skills ou les compétences transversales, avec une autre collaboration avec une industrie, avec GRDF en France, qui s'intéressait à ces questions-là. Elle est titulaire d'un doctorat de gestion. Il y en a qui font des doctorats en sciences de gestion. À l'Université Paris-Dauphine, obtenu en 2008 sur la thématique composer avec les violences des clients en situation, le cas des employés de service SNCF Transilien. En parallèle, elle a été aussi chargée d'études RH à la SNCF. Elle assure des enseignements dans nombreuses universités, l'Université Paris-Dauphine, les mines, l'Institut des mines télécom ou encore Polytechnique. Voilà. Donc elle travaille principalement sur les interactions qu'on pourrait qualifier de tendues ou risquées. Donc on peut les définir un peu de manière différente, mais avec une approche qui est une approche située, inspirée du pragmatisme et de l'interactionnisme. Je ne pense pas qu'elle rentre dans le détail de ces approches, rassurez-vous pour ce soir. Avec des méthodes de terrain, donc souvent des enquêtes de terrain avec les acteurs et les participants, s'intéressant principalement au sens que les acteurs donnent à leurs actions, au rôle de l'organisation dans ce sens que les acteurs donnent aux actions, mais aussi au processus organisant, c'est-à-dire aux négociations justement que peuvent faire les acteurs et qui participent de faire émerger l'organisation. Et tout ça avec des visées de développer, soutenir, repérer éventuellement ces interactions risquées ou tendues et de proposer par exemple des formations pour développer les gens autour de ces questions. Donc dans ces travaux on trouve deux axes, on pourrait dire rapidement. Un axe qui s'intéresse aux violences et aux interactions dans les organisations. Ce n'est pas l'axe qu'elle va développer aujourd'hui, mais elle a travaillé beaucoup sur les violences dans la relation de service ou sur les boucs émissaires dans les organisations. Et un autre axe, qui est celui sur lequel elle va parler aujourd'hui, qui traite plutôt de la question de la gestion de la sécurité. Et cette recherche, vous avez le petit logo du Fonds national, qui s'inscrit dans un projet qui s'appelle Négocier la sécurité dans l'interculturalité et qui questionne le rôle de la formation dans ces questions. Et ce projet, cette communication et puis ce travail-là, il s'inscrit dans un travail de long terme de l'équipe CRAFT qui s'intéresse à ces questions de préparation, gestion de situations de crise, que ce soit dans le domaine industriel ou dans le domaine de la protection de la population. Voilà, j'ai fini, ça va, j'étais complet. Juste un petit mot, peut-être que je sais que c'est les coutumes de le faire, mais juste vous rappeler qu'il y aura une prochaine conférence qui va suivre, qui sera le lundi 5 juin aux mêmes horaires, dans ce même lieu à Unimind, qui sera donné par Baptiste Gaudry de l'Université de Sherbrooke au Canada, qui s'appelle Écologie des savoirs et justice cognitive, sortir de la monoculture pour rentrer dans le pluralisme ontologique. Voilà, donc je vous informe de cette conférence. Voilà, je te cède la parole. Donc il y a un temps de présentation qui est de combien de temps? Je t'ai oublié de te demander un heure. 1h10. Ouais. Et puis après, il y a évidemment des échanges entre nous pour discuter de ce qui vous a intéressé, interpellé, interrogé dans cette présentation. Oh. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Bonjour. Merci beaucoup Germain pour ta présentation. D'ailleurs, il ne l'a pas dit, mais du coup, on est ensemble sur ce projet de recherche qui est donc financé par le Fonds national
suisse et qui s'inscrit dans une enquête générale sur la façon dont les personnes qui travaillent dans des collectifs multiculturels négocient les différences culturelles qui les séparent pour travailler ensemble. Merci beaucoup à tous d'être là. Je suis très contente de faire cet exercice. C'est la première fois pour moi, donc je suis contente de la mixité de l'auditoire. Je pense que ça présage d'échanges intéressants par la suite. Donc, sans plus tarder, changement de titre. Mais que fait la police ? Je pense que vous aurez reconnu cette question commune dans le titre. Alors, mais que fait la police ? C'est une question rhétorique qui est ancienne et universelle, aussi ancienne d'ailleurs que la police professionnelle. Et cette question, on l'utilise en général pour tourner en dérision l'action policière, pour sous-entendre que finalement la police ne parviendrait pas à ses fins lorsqu'elle essaie de lutter et ce contre quoi elle s'emploie à lutter. Mais dans le cadre de cette conférence, je vous propose de prendre au sérieux cette question. Et quand on la prend au sérieux, cette question, elle nous interroge sur la nature des activités policières, nature qui est infiniment riche, puisque les activités policières sont infiniment variées, largement bureaucratisées, et aussi parfois un peu en contradiction avec l'image fictionnelle qu'on peut en avoir quand on fait partie du grand public, mais aussi parfois quand on fait partie de la police. Donc cette question de la nature de l'activité policière, elle est renouvelée par le développement de la coopération policière internationale et transfrontalière, qui est née d'une volonté de fluidifier les rapports entre les polices nationales qui travaillent dans les zones frontières. Cette coopération policière, elle va créer de nouveaux territoires policiers aux frontières, mais aussi de nouvelles pratiques policières qui consistent justement à travailler autour de ces frontières. Et pour saisir l'importance de cet enjeu, il faut noter et bien comprendre que nul n'est policier au-delà de ses frontières nationales. En dehors de son territoire, il n'est donc a priori pas possible pour un policier de poursuivre des actes d'enquête. Alors, des actes d'enquête, ça peut être des actes de renseignement, de filature, de surveillance par exemple, et des actes de contrainte, par exemple de perquisition, d'interpellation ou de course-poursuite, au-delà de son territoire national. Or, vous vous en doutez, les personnes que ces policiers poursuivent peuvent passer relativement facilement les frontières, rendant donc leurs poursuivants policiers incompétents dans la zone dans laquelle ils ont fui, mais rendant aussi parfois le motif de la poursuite non valable, puisque finalement il y a un détachement entre le pays dans lequel ils ont commis l'acte pour lequel ils sont poursuivis et le pays dans lequel ils se retrouvent. Donc, en réponse à cet empêchement de la police, sont nées d'ailleurs plusieurs formes de coopération policière transfrontalière et internationale. Ce qui illustre bien cette coopération policière, en tout cas ce qui l'introduit bien, c'est une série suédo-danoise, Bron, peut-être que vous la connaissez, il y a eu plusieurs versions, et qui illustre une des formes de cette coopération transfrontalière. L'épisode 1 commence par la découverte d'un cadavre à la frontière entre le Danemark et la Suède, plus précisément exactement sur la frontière entre le Danemark et la Suède. Et il se trouve que non seulement le corps est exactement sur la frontière, mais en plus il est composé de 2 corps, le buste d'une politique danoise et les jambes d'une prostituée suédoise. Face à la nature transfrontalière de ce crime, on a une collaboration policière qui naît, pour le temps de l'enquête, entre la police suédoise et la police danoise, policières suédoises et policiers danois qui sont à la fois différents dans leur façon d'être policiers, mais aussi très différents dans leur façon de faire la police. Et en fait, ce sont ces archipels policiers binationaux qui nous intéressent avec Germain Poisat. Nous nous demandons, pour transformer cette question initiale, ce que font les polices, sous-entendu les polices binationales, aux frontières nationales. Les frontières sont ici entendues à la fois en tant que contexte, puisque ces policiers travaillent dans des contextes frontaliers, mais aussi en tant qu'objet de travail, parce que ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que justement, ils travaillent avec les frontières. Les frontières deviennent l'objet de leur travail. Pour répondre à cette question, nous allons explorer le cas d'une équipe binationale et transfrontalière. Binationale puisque composée de policiers français et de policiers suisses, et transfrontalière puisqu'elle œuvre tout autour de nous, notamment sur l'axe Genève-Annemasse. Mais avant ça, je vous emmène faire un détour
théorique par un certain nombre de travaux qui permettent d'envisager la culture en acte. Alors, il existe aujourd'hui, et ont été parues d'ailleurs assez récemment, un certain nombre de revues de littérature qui montrent qu'en sciences sociales et en sciences des organisations, on a une sorte de tournant paradigmatique s'agissant de l'analyse culturelle. En fait, à la fin des années 80, la culture est plutôt envisagée comme un ensemble d'éléments stables, partagés et surtout déterminant l'action des acteurs. En sciences des organisations, par exemple, on a coutume de citer Gert Hofstede et Philippe Diribarne. Alors, pour vous dire un peu de quoi ça parle, ces auteurs, Hofstede, par exemple, avait une étude statistique sur les cultures et il en est arrivé à la conclusion qu'on pouvait distinguer 4 dimensions universelles des cultures qui sont autant de variables sur lesquelles on peut se positionner. Il dit que dans chaque culture, on peut se positionner plus ou moins proche d'une forme d'individualisme, d'une forme de distance hiérarchique. On peut avoir un besoin plus ou moins grand de contrôle de l'incertitude, des valeurs plutôt masculines ou des valeurs plutôt féminines. Philippe Diribarne, un peu plus tard, lui, estime que les traditions nationales sont fondées sur l'histoire, notamment religieuse et politique des pays, et ces traditions nationales vont persister dans l'organisation du social, à la fois au niveau de l'État, des entreprises, mais aussi dans le cercle de la famille, par exemple. Il va estimer, par exemple, qu'en France, on est plutôt dans une logique de l'honneur, alors qu'en Amérique du Nord, on est plutôt dans une logique du contrat, et qu'aux Pays-Bas, on est plutôt dans une logique du consensus. Ces particularités forment pour lui un contexte d'interprétation nationale. Donc, ce courant que j'explique ici très brièvement, il dépasse largement les travaux que je viens de vous citer. Et les travaux qui appartiennent à ce courant ont en commun de considérer que la culture va déterminer le comportement des acteurs. Et justement, dans les années 90, on a un changement de paradigme, notamment avec Swidler, Lansbury et Weber, qui vient s'opposer à cette conception et qui vient expliquer que la culture, plutôt que d'être une forme de déterminant de l'action, est plutôt un répertoire de ressources qui peut être habilitant pour l'action et non une contrainte pour l'action, et dans lequel les acteurs vont piocher un peu à leur guise pour penser et agir. Donc il faut bien comprendre que dans le cadre de ce paradigme, la culture ne va plus être un objet d'analyse en soi, ça va être une perspective analytique pour la vie sociale. Les acteurs ne sont plus des instruments de leur déterminisme culturel, ça va être des agenciers culturels qui sont capables d'instrumentaliser leur culture à leur avantage. On parle alors de plus en plus, et vous le verrez dans cette présentation, d'actions, de stratégies, de pratiques et même de travail culturel. La culture devenant ainsi une ressource pragmatique pour l'action, il s'agit de mieux comprendre les capacités et les modes d'agencement des acteurs. Alors, pour rentrer un peu plus précisément dans ce que nous dit Anne Swidler, qui est la grande tenante de ce courant, en fait, elle a posé les bases de ce paradigme dans un article théorique paru en 1986, où elle nous explique que la culture est un ensemble de ressources. Elle prend l'image que je trouve très juste de la boîte à outils. Et elle explique qu'en fait, les acteurs vont piocher dans cette boîte à outils pour se servir de ces outils dans l'élaboration de l'action. Pour reprendre ces mots, elle dit « Nous devons considérer la culture moins comme un grand courant dans lequel nous sommes tous immergés que comme une boîte à outils bizarrement assortie, contenant des instruments de formes diverses qui tiennent plus ou moins bien dans la main, ne sont pas toujours faciles à utiliser et ne font parfois que le travail. Ou alors comme le répertoire d'un acteur, d'un musicien ou d'un danseur. C'est en ce sens que les gens disposent d'un éventail de ressources culturelles dans lequel ils peuvent puiser. » En disant cela, Swidler met le projecteur sur la culture en acte, culture qui permet aux acteurs d'atteindre leurs objectifs au quotidien. Il pioche dans ces outils de manière plus ou moins consciente, plus ou moins compétente, créative ou non, intense ou non, stable ou variée. Il façonne ainsi des patchworks culturels qui sont plus ou moins bien assortis et qui empruntent à un ou plusieurs répertoires culturels pour agir en fonction du contexte et des cas et justifier bien sûr leurs actions a posteriori. Donc, cette approche est importante parce qu'elle pose que finalement, l'arbitrage culturel, il se fait moins sur la base d'une conviction, d'une croyance ou même d'une habitude qui serait transmise dès la naissance, mais plutôt en fonction d'un opportunisme de situation. Et en disant cela, Swidler, elle vient renverser le lien entre culture et action, puisque selon elle, la culture n'est plus un ensemble, n'est pas tant un ensemble de prescriptions et de proscriptions pour l'action, elle est la condition nécessaire à l'action, elle est ce qui donne sens à l'action, plutôt que ce qui la dirige. En 2001, elle va mettre en pratique cette approche en allant interroger des Américains
de classe moyenne, donc un groupe plutôt homogène, et en leur demandant ce qu'ils pensent de l'amour. Et là, c'est intéressant parce qu'elle repère 2 répertoires culturels, 2 modes de discours sur l'amour qui sont très différents. Le premier est plutôt mythique, romantique, hollywoodien. Le deuxième est plutôt réaliste, pragmatique et prosaïque. Et en fait, quand elle leur demande de lui parler d'amour, elle remarque que ces Américains de classe moyenne vont passer d'un registre culturel à l'autre selon la stabilité de leur vie au moment de l'entretien et selon ce qu'ils considèrent comme le problème du moment. Plus précisément, ça veut dire que ces personnes vont pouvoir tout à fait justifier leur mariage sur le mode romantique et expliquer leur divorce par le mode réaliste. Donc, on voit là que finalement, ils ont une latitude créative et adaptative par rapport aux outils culturels qu'ils vont mélanger et associer relativement librement en fonction de leurs besoins et de leurs intérêts sur le moment. Ils ne vont pas être perturbés par l'incohérence qu'il peut y avoir entre ces 2 modes de discours. Pour finir sur la théorie, en fait, ce qui est intéressant avec ce cas théorique, on pourrait se dire c'est un peu étrange d'aller chercher un cas théorique sur l'amour pour parler de la police. Mais c'est que si on remplace amour par travail, la proposition de Swidler s'avère particulièrement pertinente pour les sciences des organisations et donc aussi pour étudier les organisations policières, parce que ce sont des entités culturelles qui sont orientées vers l'action. Et d'ailleurs, c'est utilisé par certains auteurs pour étudier comment des personnes, cette fois hétérogènes, donc là c'est vraiment des auteurs qui sont allés voir non pas des collectifs homogènes comme Swidler, mais des collectifs hétérogènes sur le plan culturel. Et c'est des auteurs qui se sont demandé comment ces personnes qui sont à l'origine très différentes sur le plan culturel vont réussir à se coordonner en situation de travail. Alors, il y a deux références qui m'ont particulièrement intéressée et donc que je vous partage aujourd'hui parce qu'elles résonnent bien avec ce que j'ai pu observer dans cette équipe de police. D'abord, l'étude de Michèle Lamont, donc en 2009. Michèle Lamont, elle est allée étudier les chambres délibératives où on trouve des professeurs issus de différentes disciplines qui doivent décider de l'attribution de bourses d'excellence scientifique. Et donc, a priori, ces professeurs viennent de disciplines différentes, donc ils ont des façons de raisonner différentes, et puis surtout, ils ont des cultures d'évaluation très différentes. Ils mettent une attention particulière sur différents aspects s'agissant de l'excellence scientifique. Donc, a priori, ça paraît compliqué qu'ils puissent s'entendre pour définir de cette attribution de bourse d'excellence. Et pourtant, ce que montre Michèle Lamont, c'est que pour pouvoir délibérer et faire ce travail de négociation, ils ont mis au point des règles délibératives qui leur permettent de s'entendre sans pour autant renier leur propre culture disciplinaire. En fait, ils ont un peu conçu une culture commune de la délibération dans le cadre de laquelle la mère de toutes les règles est celle de la contextualisation cognitive. En fait, la contextualisation cognitive, ça veut dire qu'ils ne vont pas évaluer le candidat par rapport à leurs propres critères d'excellence, mais par rapport aux critères d'excellence de la discipline du candidat qu'ils ont en face d'eux. Donc on voit bien que là, ça permet des négociations qui ne sont pas possibles si on est juste dans la confrontation interpersonnelle, enfin interculturelle pour le coup. Mais il n'empêche que sous l'égide de cette règle, on a quand même des processus de délibération avec des conflits, avec des alliances, des marchandages bien sûr, et surtout des incohérences. En fait, ils conservent quand même quelque part leur style épistémologique, leur façon de voir le monde, qui perdurent et cohabitent et qui se confrontent. Certains ont plutôt un style compréhensif, ça veut dire qu'ils vont plutôt prêter une attention aux détails, à la contextualisation. D'autres sont plutôt constructivistes, ils vont privilégier le fait qu'il y ait une pluralité de voix qui s'expriment dans le cadre de la recherche. D'autres plutôt positivistes qui s'intéressent à la généralisation des données et d'autres plus utilitaristes qui vont s'intéresser aux conséquences pratiques. Donc finalement, les styles se confrontent dans le cours de la délibération, même quand on a des règles communes. Et c'est l'alliance de ces deux niveaux, hétérogènes et homogènes, qui fait qu'on a une issue relativement équilibrée. De la même manière, Macpherson et Sanders, en 2013, sont allés étudier cette fois un tribunal de la toxicomanie. Et là, un peu comme dans ces chambres délibératives, en fait, on a plusieurs acteurs qui sont très différents. On a par exemple des agents de probation qui ont plutôt une culture de la punition pénale, des soignants qui ont plutôt une culture de la réhabilitation, des défenseurs publics qui ont plutôt une culture de la responsabilité communautaire et des procureurs d'État qui ont plutôt une culture de l'efficacité.
Et donc ces auteurs, ils se sont demandé comment, tout ensemble, ces personnes allaient réussir à définir le bon niveau de peine à attribuer à la personne passant devant le tribunal. En fait, ils ont montré que ces acteurs très différents ne restent pas du tout dans leur logique d'origine. Ils vont parfois aller détourner la logique des autres ou se l'approprier pour pouvoir peser à la fin sur la décision en fonction d'objectifs individuels. Donc c'est précisément, et j'arrête là avec le passage théorique, mais c'est précisément ces jeux culturels qui nous intéressent dans le cadre de cette recherche avec Germain Poisat. Et c'est ces jeux culturels qu'on est allé étudier dans cette brigade de police binationale et transfrontalière, où nous avons finalement cherché à comprendre comment les équipes binationales de police organisent leur culture pour faire leur travail aux frontières. Alors, un petit mot de méthodologie. La façon dont cette enquête a été menée a été ethnographique, c'est-à-dire qu'elle repose sur l'immersion prolongée sur le terrain. Concrètement, je me suis rendue auprès de j'ai contacté cette équipe et j'ai obtenu l'accord avec eux de les observer dans le cadre de leur travail. En fait, la démarche ethnographique, elle a un objectif d'immersion pour pouvoir observer le quotidien du travail, pour comprendre et décrire précisément ce qui s'y passe. Et cette pratique, elle va être adossée à des savoir-faire qui comprennent évidemment l'accès au terrain, se faire accepter, gagner la confiance, trouver sa place, savoir sortir du terrain aussi, et adossée aussi à un travail de description fine de ce qui se passe sur ce terrain. Donc le cœur de la démarche, c'est vraiment l'implication du chercheur sur le terrain et l'expérience qu'il fait de ce terrain. Pour cette démarche, je me suis donc mise, comme dit Daniel Seyfaï, à l'école des enquêtés. On verra que le terme est bien choisi, l'école des enquêtés, pendant 214 heures, au fil de sessions d'immersion pouvant aller de 3 à 10 jours. Donc j'ai suivi ces policiers, j'ai partagé leur bureau, je les ai accompagnés sur le terrain, j'ai suivi le travail des enquêtes au fil des jours et puis au fil des affaires. Donc l'idée, c'était d'observer, de saisir leur travail en contexte. Et évidemment, pour faire ça, il faut construire les bases non seulement d'une confiance, mais aussi d'une compréhension mutuelle. Et donc, j'ai alterné entre des phases d'observation, de participation, de flou, de décryptage des données, d'aisance, d'inconfort, de semblant d'adresse, de petite maladresse, face à un monde où, concrètement, je ne connaissais pas grand-chose quand je suis arrivée. Et donc, quand on est chercheur, on a coutume de parler des savoir-faire de l'ethnographe quand il va sur son terrain. On parle un peu moins des savoir-faire des personnes qui sont ethnographiées. Et là, tous les efforts et les savoir-faire que j'ai pu déployer sur ce terrain n'auraient eu aucune valeur sans les efforts et les savoir-faire des personnes qui m'ont donné accès à ce terrain et qui m'ont accueilli sur ce terrain, qui m'ont accueilli et réaccueilli, expliqué et réexpliqué ce qu'ils faisaient avec beaucoup de pédagogie. Donner de leur temps, qui m'ont permis d'observer progressivement leur travail. Et donc je pense qu'il y a eu là aussi, on le verra, une rencontre entre les pratiques du chercheur, mais aussi les pratiques de cette équipe, de cette brigade, qui sont justement des pratiques de coopération, des pratiques de partage et des pratiques de description, d'explicitation de ce qu'on fait. Donc au travers de ces observations, mais surtout, comme je vous le disais, grâce aux explications des policiers, j'ai tâché de comprendre ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils font pour faire, ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont fait et ce qu'ils voudraient faire. Tâcher de comprendre, mais aussi d'apprendre, puisqu'ils ont aussi cherché à m'inculquer des modes de pensée, mais aussi des stratégies de défense qui rendent le travail policier supportable. Par exemple, apprendre à ne pas se faire trop de soucis pour les suspects, ou à ne pas se nourrir trop d'espoir sur le sort des disparus. Et j'ai ainsi tâché de décrire leur travail de leur point de vue, dans son contexte, sur les 400 pages de ce carnet que vous voyez, enrichi de la consultation de documents internes et externes, mais aussi d'entretiens avec l'équipe. Et puis continuellement, on a tenté d'analyser ce matériau, ces notes, avec Germain Poisat, au travers de différentes étapes de mise en forme, de décodage, en traitant le matériau au jour le jour, mais aussi au rythme des mois qui s'enchaînaient. Et puis, au bout d'un moment, on est arrivé à une forme un peu intermédiaire qu'on a souhaité partager avec les policiers de cette équipe pour créer une forme de co-interprétation. Donc, on a finalement invité les policiers de la brigade étudiée à la table de l'analyse. Donc, côté chercheur, ça traduit une volonté de mettre sur un pied d'égalité l'interprétation des chercheurs avec celle des enquêtés. Alors, bien sûr, ce n'est pas là
une clinique de l'activité. Et bien sûr, les enquêtés ont toujours une lecture partielle de leur travail, mais ils ont surtout une connaissance très fine de leur travail. Et c'est vraiment sur cette idée que nous nous sommes appuyés. Et puis, côté participant, côté enquêté, il faut aussi trouver le temps, l'envie, l'énergie de participer à ces échanges qui sont chronophages, fatigants, parfois aussi un peu en décalage avec les échéances du travail étudié qui ne va pas s'arrêter pour le temps de l'enquête. Et donc là, on a bénéficié d'une volonté importante de la part de l'équipe. Puisqu'ils ont participé, et j'ai bien compté, pendant près de 5 heures, volontairement et activement, à des échanges autour des premières hypothèses de cette étude, durant lesquelles ils ont confirmé des résultats, mais ils les ont surtout nuancés, enrichis, précisés, mis en relief le plus souvent. L'idée était aussi, au cours de ces échanges, de leur permettre de dire jusqu'où ils souhaitaient que les données construites avec eux soient partagées avec le public, comme aujourd'hui. La démarche ethnographique, elle prend donc la forme d'une spirale, avec des allers-retours. Elle repose sur des réflexions, des contre-réflexions, des propositions, des contre-propositions. Et avec Germain, avec les policiers de cette brigade, nous ne sommes pas arrivés, je crois, encore au bout de cette spirale, dont vous faites maintenant partie, puisque on aura un temps d'échange par la suite. Et je sais bien que la spirale va continuer dès ce soir. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt un état des lieux actuel, plutôt que rétrospectif de cette recherche qu'on a souhaité vous partager. Et puis enfin, l'ethnographie, c'est la volonté de faire sentir en faisant penser. Donc ça veut dire là que le chercheur, il va plonger dans le terrain pour collecter des données, mais après, dans un second temps, il va essayer de faire plonger les personnes qui le souhaitent dans ce qu'il a rapporté du terrain. Et donc nous allons entrer ensemble, peut-être parfois un peu trop longuement pour les plus pressés, dans des scènes du travail. Vous verrez que dans le cadre de ces scènes, il est souvent question d'enquête policière, dont on ne connaît pas toujours l'issue. Alors, si on met de côté la volonté d'être concise, il y a 2 raisons à cela. D'abord, et on le verra ensemble tout à l'heure, la brigade étudiée ne participe que temporairement à des enquêtes qui ne sont pas les siennes. Donc, ça veut dire que cette brigade ne connaît pas toujours l'issue des enquêtes. Je ne la connais pas non plus, et donc vous ne la connaîtrez pas non plus ce soir. Mais il y a aussi des questions de confidentialité qui imposent de ne pas interférer avec le travail policier et judiciaire qui suit ces enquêtes. Donc je vous prie de m'excuser par avance pour la frustration occasionnée. Si ça peut vous rassurer, elle est partagée, je pense par les chercheurs, mais aussi par les policiers de la brigade. Et on va voir d'ailleurs comment ils arrivent à gérer cette frustration dans l'enquête. J'en viens maintenant sur cette brigade, parce que je vous ai parlé de séries, de boîtes à outils, d'amour, de chambres délibératives, de tribunal, et vous êtes tous venus pour entendre parler de la police. Donc cette brigade, alors peut-être que certains d'entre vous la connaissent, elle s'appelle la brigade mixte opérationnelle. Elle a vu le jour dans un contexte post-Schengen, donc la Suisse ne faisant ni partie de Schengen ni d'Europol, le canton de Genève a conclu en fait avec la France des accords bilatéraux qui organisent la coopération policière à la frontière franco-suisse. Ces accords sont dits de Paris et ils fixent des formes de coopération qui étaient déjà en vigueur entre la police de Genève et la police française. Mais ces accords vont aussi venir régler des pratiques coopératives et de fait en générer aussi de nouvelles. Donc, pour être plus précise, la création de la brigade mixte a eu lieu en mars 2014. Elle est née à l'époque d'une volonté du conseiller d'État genevois de l'époque, Pierre Maudet, et du Premier ministre français Manuel Valls, de lutter contre un phénomène croissant de cambriolage en Suisse par des auteurs qui pouvaient potentiellement se rabattre en France. Donc, pour expliquer cette volonté coopérative, les représentants politiques de l'époque déclaraient alors dans la presse, donc je cite Pierre Maudet, « Si la frontière n'est pas en soi une menace, les menaces, elles, n'ont plus de frontières. » Manuel Valls, maintenant, plutôt que de se renvoyer la balle, il faut travailler ensemble pour être suffisamment plus efficace dans la lutte contre le crime organisé. Donc à l'origine, il faut savoir que cette brigade était une expérimentation. Et puis finalement, elle a perduré, non sans encombre, mais jusqu'à aujourd'hui. Et elle est en quelque sorte la première police du Grand Genève, mais surtout une exception dans le paysage policier suisse, puisqu'elle va paradoxalement plus loin que les possibilités offertes par Schengen en constituant une entité pérenne et opérationnelle policière à la frontière. Donc ça ne s'arrête pas au renseignement, il y a aussi des opérations policières. J'y reviendrai.
Il faut dire que la zone sur laquelle cette brigade intervient, c'est-à-dire l'axe Genève-Annemasse principalement, est particulièrement propice à l'émergence de ce type d'équipe, puisque comme vous le savez, sur le plan géographique, et les policiers de la brigade l'expliquent très bien, Genève est une enclave en France, avec près de 110 km de frontière avec son voisin, contre 4 avec la Suisse. Et sur cette frontière, il y a des points de passage qui sont très nombreux, des flux transfrontaliers qui ne font que croître, un réseau de transport qui est de plus en plus dense et de plus en plus rapide. Il y a donc là un terreau particulièrement favorable à une déconnexion entre le pays où les crimes et les délits sont commis et le pays où les auteurs sont potentiellement interpellés. Donc ce contexte pose évidemment des problèmes aux policiers travaillant en zone frontière, problèmes que la brigade mixte, je vais l'appeler brigade mixte, cherche à minimiser. Donc cette brigade, et une partie de la brigade est là ce soir et je vous en remercie, est composée de 3 policiers suisses qu'on nommera Ambroise, Octavio et Blasius, et de 2 policiers français, Georges et Hector. Alors il y a aussi une autre policière suisse, mais elle n'était pas là au moment de l'étude. Elle est composite, c'est une police d'enquête. Les policiers y travaillent en tenue de civil et à la demande d'autres services qui les sollicitent. Alors ça peut être des services soit nationaux français, soit des services cantonaux, qui vont les solliciter dans le cadre de leurs propres enquêtes lorsqu'elles prennent une dimension transfrontalière. Et on va maintenant chercher à savoir ce qu'ils font aux frontières. Alors, peut-être préciser d'abord qu'au sein de la brigade étudiée, cohabitent dès l'origine 2 répertoires culturels très différents. En fait, les policiers suisses viennent avec une culture d'action policière suisse et les policiers français viennent avec une culture d'action policière française. Et tout les sépare à ce stade. Même s'ils travaillent dans un même espace, au commissariat d'Annemasse, les policiers suisses et français ne font par exemple pas partie du même organigramme. Ils n'ont pas les mêmes contrats de travail ni les mêmes fiches de poste. Ils ont des outils et des pratiques de travail très différents. Et je m'arrête un instant sur ce point pour souligner l'importance de cette différence d'outils. Puisqu'il faut se représenter que s'ils travaillent dans le même espace, leurs écrans se montent le dos. Les Français ne peuvent pas utiliser les bases de données suisses et inversement, évidemment. Ils n'ont pas de boîte mail commune, ni de bilan commun, encore moins de serveurs communs. Donc même s'ils travaillent côte à côte, ils œuvrent à la frontière de mondes étanches. Étanches, d'ailleurs, ils doivent le rester. Et donc toute la complexité de cette équipe, c'est de réussir à travailler autour de cette étanchéité. Par ailleurs, il faut savoir que les policiers suisses et français travaillent dans des cadres juridiques qui sont très différents et dans des relations police-justice-population qui sont contrastées d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, cette cohabitation culturelle au sein de l'équipe, elle est relativement harmonieuse. Et la raison pour laquelle elle est relativement harmonieuse, c'est qu'ils sont parvenus à construire une culture d'action conjointe. Alors cette culture conjointe, ça n'est pas un mélange des cultures d'action nationales. Ça n'est pas non plus une culture qui va remplacer ces cultures d'action nationales. Non, c'est plutôt une composition ad hoc, intermédiaire, qui permet de faire dialoguer les différentes cultures. Elle permet donc d'articuler les modes de pensée et d'action au sein de la brigade, alors que tout les sépare à l'origine. Et c'est précisément ce qu'explique Hector, policier français de la brigade, qui dit « Tout nous ramène à nos césures franco-suisses, alors qu'au quotidien entre nous, ces césures n'existent pas. » Pour rentrer un peu plus précisément dans cette culture, elle repose d'abord sur un principe fondamental qui est très important pour les policiers de l'équipe, qui est assez complexe et que j'ai nommé, renommé. Comme il est complexe, il change souvent de nom. Le principe de conjonction des efforts envers une cause commune. En fait, pour bien comprendre l'importance de ce principe, surtout quand on ne fait pas partie de l'univers policier, il faut d'abord considérer que ce principe s'oppose aux cultures policières nationales, qu'elles soient suisses ou françaises. En fait, ces cultures nationales, elles sont fondamentalement animées par un engagement patriotique, bien sûr, mais aussi par une méfiance dite universelle. Cette méfiance, elle va autant viser les citoyens que les corps de police étrangers. Et dans ce contexte, toute velléité de coopération policière transnationale est toujours suspectée dans le monde policier d'avoir d'autres fins que l'entraide, par exemple la captation de données étrangères. Et puis la méfiance, elle marque aussi les relations entre les équipes de police nationale et cantonale, enfin les services, puisqu'elles peuvent être mises en compétition, ces équipes. Je vous donne un exemple. Lorsque une brigade de police en charge des stupéfiants et une brigade en charge de la criminalité essayent d'attraper une même cible, elles peuvent être en concurrence dans la course aux belles affaires.
Au contraire, les policiers de la brigade mixte, et c'est ça qui les rend un peu spécifiques, ont en commun de vouloir transcender les frontières policières. Non seulement en mettant les forces françaises et suisses en commun, mais aussi en mettant cette brigade franco-suisse à disposition d'autres services de police pour leur compte, pour le compte de leurs affaires. Et ils le disent très bien, cela nécessite à la fois de mettre son drapeau de côté, mais aussi de mettre son ego policier de côté pour s'ouvrir à l'étranger et se dédier aux affaires des autres. Cela implique aussi de construire une relation de confiance qui est fondamentale au sein de cette équipe entre policiers suisses et policiers français. Et s'ils s'engagent dans cette démarche qui est a priori contre nature pour un policier, c'est parce qu'ils sont convaincus que segmenter la police, c'est phagocyter la lutte contre un ennemi qu'ils conçoivent comme commun et qui, selon eux, n'a pas de frontières. Et cette cause commune qu'ils appellent criminalité transfrontalière leur permet de savoir non pas pour qui, mais contre quoi ils travaillent. Et on la retrouve très bien dans les propos d'Octavio, policier suisse de la brigade, qui dit très justement « Il faut avoir la capacité de s'abstraire de son encastrement national pour une finalité autre. Je travaille pour la cause et pas pour le drapeau. » Donc ce principe de conjonction des efforts, il est à la source de la mise en œuvre de quatre pratiques. La première pratique, c'est celle de la diplomatie. Donc cette pratique, elle se déploie au quotidien dans les interactions qui ont lieu entre les policiers au sein de cette équipe. C'est des précautions qui veillent d'abord constamment à l'équilibre des moyens investis dans cette équipe par la Suisse et la France et des usages que la France et la Suisse peuvent faire de cette équipe. En fait, si ces policiers vont traquer les demandes qu'ils ont, c'est pas tellement pour montrer qu'ils sont très sollicités, qu'il y a beaucoup d'affaires, etc. C'est pour vraiment veiller à ce qu'il y ait constamment un équilibre pour pas qu'il y ait un déséquilibre dans le rapport de force et donc une instrumentalisation nationale de l'équipe. Donc ils tiennent ainsi des comptes très précis sur les moyens investis dans la brigade et sur le nombre de recours de la brigade de la part des Français et des Suisses. Cette pratique de la diplomatie, elle va aussi se retrouver dans les conversations quotidiennes de la brigade, au sein de la brigade, et c'est assez frappant de constater à quel point la parole est précautionneuse. Les Français vont s'interdire de parler de la Suisse au nom des Suisses, ils disent toujours parler sous leur contrôle lorsqu'ils se retrouvent contraints de le faire, et il en va de même dans l'autre sens. Donc ils vont faire aussi très attention à la façon dont ils parlent de l'autre pays. C'est ce qu'évoque Georges, policier français de la brigade, qui dit « Je ne pourrais pas dire merde à Ambroise, qui est un policier suisse de la brigade, comme à un collègue français, parce qu'on a quand même une relation diplomatique. C'est un policier suisse en territoire français. » La seconde pratique est une pratique de neutralité. Alors, comme je vous ai expliqué précédemment, cette brigade, elle va travailler pour d'autres services, donc jamais pour ses propres affaires. Alors, elle va être sollicitée temporairement et elle va interagir avec un commanditaire qui va lui donner les informations nécessaires pour qu'elle participe à l'enquête. Mais le problème, c'est que dans le cadre de cette méfiance que je vous ai expliquée tout à l'heure, il ne faudrait pas que l'intervention de la brigade soit prise comme de l'ingérence dans l'enquête. C'est une brigade de soutien. Donc, dans la façon dont ils répondent aux questionnements des commanditaires, ils vont toujours veiller à ne pas les froisser, c'est-à-dire ne pas leur donner l'impression que l'enquête pourrait leur échapper, en restant sur le registre de la proposition et surtout en garantissant qu'aucune information liée à l'affaire en cours ne sera transmise à d'autres équipes de police qui pourraient faire la belle affaire à leur place. Donc cette posture de neutralité, elle place la brigade mixte dans une situation qui est paradoxale et que je trouve intéressante, parce qu'en fait, ils doivent s'insérer dans un contexte de compétition entre les polices, alors même qu'ils poursuivent un idéal policier collaboratif. Et pour réussir à faire le lien entre ces polices, ils doivent parvenir à rester neutres. Et pour rester neutres, ils doivent se tenir à distance raisonnable de cette compétition. Et c'est ce dont parle Octavio, policier suisse de la brigade, qui dit « L'équipe est bicéphale, elle est hybride, bâtarde. Il faut qu'on fasse abstraction des activités, de la territorialité. Ça, c'est très important. J'y ai beaucoup réfléchi. On doit travailler pour tout le monde et avec tout le monde. » La troisième pratique est celle de la discussion. Alors, ces discussions sont récurrentes au sein de l'équipe et ponctuent le travail d'enquête transnationale par cette équipe. Alors, déjà, elles sont fondamentales parce que, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas
mémoire commune qu'on pourrait retrouver dans des outils, des traces écrites, etc., puisque c'est séparé entre les policiers français et les policiers suisses. Donc en fait, le fait de discuter en permanence des affaires entre eux, ça crée une mémoire orale, vive, qui permet en fait à tout le monde d'entendre un peu ce qui se passe et d'être au courant dans un contexte où, voilà, pour ne pas avoir à constamment réexpliquer les affaires, ils se tiennent au courant un peu en permanence. Ces discussions, elles permettent aussi de trouver des façons de travailler ensemble, de trouver des complémentarités transnationales, des traductions, de croiser leurs points de vue. En somme, ils vont mettre leur culture d'action policière nationale à plat, ensemble, pour trouver des façons de faire qui sont susceptibles de naviguer entre les terrains culturels suisses et français. C'est ce que dit Hector, qui dit « L'intérêt, c'est qu'on est en réflexion permanente sur ce qu'on fait et comment on le fait. On discute parce qu'il faut qu'on puisse trouver des traductions, des équivalences pour pouvoir agir. » Enfin, la dernière pratique, c'est celle du mentorat territorial. Dans cette équipe, je vous l'ai dit, il y a des Suisses et des Français. Mais les Français ne peuvent pas travailler sans les Suisses et inversement. La brigade, elle va évoluer, dans le cadre de ces enquêtes, de part et d'autre de la frontière. Sauf que sur chaque territoire, il y a un droit, une jurisprudence et des pratiques propres qui régissent très précisément l'action policière. Et même si la brigade étudiée est mixte, ce ne sont pas des policiers binationaux. Donc il reste des policiers nationaux. Et non seulement ils ne connaissent que très partiellement la façon de fonctionner en territoire étranger, mais surtout ils n'ont pas le droit, et je vous le disais au départ, d'agir en tant que policier sur le territoire étranger. Donc ils fonctionnent sur le mode du mentorat territorial, pour pallier en fait à cette difficulté. Alors ce mentorat, en fait c'est un binôme, avec un mentor et un suiveur, le mentor étant le policier qui est sur son territoire à un instant T, et le suiveur étant celui qui est à l'étranger et qui va en fait jumeler sa façon d'agir avec celle du mentor. En fait, il va agir sous son contrôle et surtout à sa demande. Il ne va pas prendre d'initiative sans lui en parler. Et à chaque passage de frontière, et parfois ça peut aller vite, les rôles s'inversent. Le mentor est toujours celui qui est sur son territoire. C'est ce qu'explique Blasius, policier suisse de la brigade. Il dit « La polarité du groupe change à chaque passage de frontière, mais ça se fait de manière naturelle. Il faut comprendre que le policier suisse, lorsqu'il est sur France, il n'a aucune autonomie, et inversement. Quand on est en Suisse, ce sont les Suisses qui tiennent les Français par la main, et quand on est en France, ce sont les Français. Et à ce moment-là, les Suisses se laissent porter, ils ne prennent pas d'initiative, posent des questions. Parce qu'à l'étranger, ils doivent respecter des règles et des attitudes qu'ils ne maîtrisent pas forcément. » Donc, pour reprendre l'image de Swidler, les policiers de la brigade mixte sont ici un peu des luthiers culturels qui construisent des instruments pour pouvoir faire dialoguer leurs différences. Et ces instruments, en fait, ils vont les mélanger pour mettre au point des stratégies qui vont leur permettre d'agir à la frontière. Et en fait, en faisant ça, ils vont pouvoir passer de la paralysie, qui serait en fait la situation dans laquelle ils sont juste différents et ils ne savent pas travailler ensemble, à l'action, à la frontière. Ils vont piocher dans leur culture respective, grâce à leur culture conjointe, pour créer des compositions à la frontière. Alors, pour décrire ce travail de transfrontalier, Hector a une phrase qui est pour moi assez parlante, enfin a posteriori, parce que sur le moment, je n'ai pas forcément compris. Il dit « On est des fouineurs, des relieurs, mais aussi des ambassadeurs ». Et pour moi, ça dit beaucoup du travail qu'ils font à la frontière. Alors, je n'ai pas repris les termes ici, je les ai traduits entre-temps en termes plus académiques. Mais en gros, le travail de fouineur, c'est celui d'intermédiaire. Le travail de relieur, c'est celui de liaison. Et le travail d'ambassadeur, on va le voir tout de suite, c'est celui de référent. En fait, elle synthétise très justement leur travail, cette phrase. Alors, parlons d'abord du travail de référent transfrontalier. En fait, la brigade mixte, en dehors de son travail de participation aux enquêtes dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle a un rôle de porte-parole, de référent de l'activité policière franco-suisse qui, entendons-nous bien, dépasse cette brigade. Il y a de la collaboration, il y a de la coopération entre les polices françaises et suisses en dehors de cette brigade, même si cette brigade est une sorte d'entité qui va loin en fait, dans cette coopération. Et en fait, ce travail de porte-parole, de représentant, ça va amener les policiers de la brigade à la fois à légitimer, à cadrer et aussi à animer l'activité policière franco-suisse en général. Pour filer la métaphore musicale que j'ai initiée tout à l'heure, ils jouent un peu les impresarios de cette activité.
Alors, la première composante de ce travail de représentant, c'est la thématisation de la criminalité transfrontalière. En fait, une partie des efforts de cette brigade est consacrée à la construction de la criminalité transfrontalière en tant que catégorie d'action policière légitime. Ça se traduit par la construction de statistiques maison qui montrent un accroissement de cette criminalité. Et quand on y regarde de plus près, ces statistiques, elles mettent on y retrouve beaucoup de choses qui sont assez différentes. Ça peut être vraiment des crimes et des délits où les personnes se sont organisées pour passer la frontière et déjouer la police. Il y a d'autres cas où c'est plutôt par hasard. Mais dans tous les cas, il y a un empêchement de la police parce qu'il y a une frontière au milieu. Et donc, il y a un empêchement d'action. Donc le but pour cette brigade, c'est pas tellement d'encapsuler très finement avec cette expression le lien entre frontières et criminalité. Non, c'est plutôt de montrer que la police est coincée et qu'il faut donc mettre au point des modes de coopération efficaces. On l'a vu, c'est l'enclave, pour lutter contre une criminalité qui passe les frontières. Et en fait, il déploie tout un travail. C'est pas anodin, ça demande beaucoup d'efforts de faire comprendre ça. Ça veut dire diffuser aussi ces idées dans les sphères politiques, policières, médiatiques. C'est ce que dit Octavio. On veut montrer que le thème de la criminalité transfrontalière est ultra pertinent, que le produit brigade mixte opérationnelle a une vraie utilité, une vraie valeur ajoutée par rapport à ça. Il faut se vendre pour attirer des profils intéressants, mais aussi pour avoir des moyens de travailler. Et en fait, c'est là, ils doivent à la fin expliquer pourquoi ils travaillent et travailler pour la raison pour laquelle ils travaillent. Donc c'est un double travail en permanence. Une deuxième composante de ce travail de représentant transfrontalier, c'est l'encadrement de l'activité policière transfrontalière. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il existe aujourd'hui des cadres et des outils juridiques qui permettent à des policiers suisses et à des policiers français de coopérer en dehors de la brigade. Mais y avoir recours, ça demande du temps, des efforts, et puis souvent ça impose des conditions assez strictes, tant que parfois ils n'ont pas, efforts qu'ils n'ont pas forcément l'énergie de fournir, et parfois l'action policière est plus urgente que le fait de devoir apprendre à servir de ces outils. Et en fait, à ce moment-là, la brigade, elle joue un rôle important, puisqu'elle va les aiguiller dans ces outils, elle va les sensibiliser, elle va les conseiller, elle va leur fournir des outils d'aide, elle va aussi corriger les outils qu'ils vont utiliser. Et en fait, tout ça, ça va permettre d'assurer la validité des outils juridiques qu'ils utilisent pour rendre leurs enquêtes transfrontalières, mais aussi d'assurer la recevabilité juridique de ces démarches. Et plus généralement, elle peut aussi recadrer les policiers qui chercheraient à abuser de ces outils de coopération policière. Et c'est ce qui se passe dans la vignette suivante. Quand je dis vignette, c'est une illustration empirique qui s'intitule « Échange d'extraits vidéo à la frontière ». Donc Georges, qui est un policier français de la brigade, est contacté par un policier français, hors de la brigade, qui voudrait obtenir des extraits de vidéosurveillance de la police de Genève. Georges lui explique que s'il souhaite accéder à ces vidéos, c'est possible. Il doit juste rédiger une demande d'entraide et préciser l'étendue et la période temporelle de l'extrait qu'il souhaite obtenir et analyser. Mais le policier français n'est pas sûr que la personne qu'il recherche apparaisse vraiment sur les caméras de vidéosurveillance dont il voudrait un extrait. Et donc il voudrait être sûr, et donc il voudrait que Georges, le policier de la brigade, demande au policier suisse de consulter d'abord sa bande vidéo pour être sûr que la personne apparaisse bien. Puis si la personne apparaît bien, il fera la démarche juridique pour pouvoir effectivement faire passer cet extrait vidéo de la Suisse à la France. Et là, Georges refuse et dit à ses collègues de la brigade, là, ce n'est pas sérieux pour les collègues suisses, ils ne vont pas se taper toute l'analyse vidéo juste pour éviter aux Français de rédiger un article 10 pour rien. Donc là, il y a aussi une volonté d'être un peu le garde-fou de l'usage de ces outils de coopération. Et puis enfin, dans ce rôle de référent, il y a un rôle d'animation de l'écosystème transfrontalier. En fait, ces policiers de cette brigade, ils élargissent, entretiennent, densifient, solidifient en permanence un vaste écosystème transfrontalier autour d'eux. Cet écosystème, il est composé évidemment de personnes qui viennent du monde policier, de personnes qui viennent du monde judiciaire, mais aussi des personnes qui viennent d'autres univers connexes. Et ces personnes, elles ont toutes en commun en fait, d'être concernées par la question franco-suisse dans leur quotidien de travail. Elles ont un peu le sentiment de naviguer à vue dans les eaux grises du transfrontalier et elles voudraient pouvoir s'entraider, échanger, trouver des solutions adaptées ensemble. Et là,
les policiers de la brigade mixte vont jouer un rôle en nouant des relations, en organisant des rencontres, en mettant les gens en lien, en rendant des services aussi. Et en retour, ils vont bénéficier d'un réseau important et fiable, qui est capital en fait dans le cadre de leur travail de police, puisqu'ils s'appuient là-dessus la plupart du temps. C'est ce qu'on voit bien dans la vignette, intitulée « Dans la mare au canard ». Alors là, c'est un peu particulier. En fait, la brigade mixte, durant le temps de l'étude, a organisé une journée de conférence dédiée à la coopération policière et judiciaire franco-suisse. Et pour l'occasion, pour se représenter, elle a convié 150 personnes qui travaillent dans les secteurs policiers et judiciaires, mais aussi politiques ou de sécurité, au CERN, pour assister à une série de conférences, beaucoup de conférences d'ailleurs, et je les ai accompagnées ce jour-là. Et ce jour-là, on me dit « tu vas pouvoir découvrir notre monde ». Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Plusieurs intervenants de marque, experts du domaine, se succèdent au micro. Le capitaine suisse de la brigade me précise d'ailleurs « c'est un petit monde, le transfrontalier, on se connaît tous, on a les mêmes problématiques, on se comprend ». Georges, policier français de la brigade, m'explique que les procureurs des 2 pays qui interviennent ce jour-là ont commencé à échanger de plus en plus, justement dans le cadre de la préparation de cette conférence avec la brigade. À la fin, je les remercie de m'avoir fait découvrir leur écosystème. Et Georges me dit, là, on était dans notre mare au canard. Donc ça, c'était la première composante de ce travail aux frontières, ce travail de référent. La deuxième composante, c'est un travail de liaison transfrontalière. En fait, ce travail de liaison, il se déploie dans les interactions entre la brigade mixte et les autres policiers nationaux qui vont contacter la brigade mixte lorsqu'ils veulent être mis en lien avec, par exemple, c'est un policier français qui contacte la brigade pour être mis en lien avec un policier suisse. Donc, elle va jouer un peu le rôle de liant. Et en fait, on pourrait se dire, bon, c'est une mise en contact, il suffit de transférer un contact, mais ce contact, ça ne va pas du tout de soi. Il a besoin de points de passage, ce contact. Et c'est là que la brigade va jouer un rôle d'interprète, de transmetteur, mais aussi de remue-ménage entre les policiers suisses et français. Pour filer là encore la métaphore initiale et musicale que j'ai commencée, elle est un peu la chef d'orchestre transfrontalière. Puisque, évidemment, si les policiers suisses romands et les policiers français parlent bien la même langue, ils n'ont pas du tout le même langage juridique. Or, le travail policier est fondamentalement conditionné et imprégné par le droit national qui régit chaque situation et chaque acte d'enquête. Et parfois, il faut bien se représenter que derrière un même terme peut se cacher des réalités juridiques qui sont très différentes et ça peut créer des mauvaises interprétations, des incompréhensions. Et c'est là que la brigade mixte va chercher des équivalences pertinentes pour traduire le plus justement possible les termes de l'enquête et les rendre compréhensibles d'un pays à l'autre. C'est ce qui se passe dans la scène suivante, intitulée « Le bon carton d'invitation à participer à la procédure pénale ». Un juge suisse a écrit à Hector, qui est un policier français de la brigade, pour lui demander d'entendre un citoyen français en tant que padre dans le cadre d'une commission rogatoire internationale. Hector demande à Octavio, qui est un policier suisse de la brigade, à quoi correspond ce statut de padre qui n'existe en fait pas dans le droit français. Et avec les explications d'Octavio, il comprend que le statut suisse de padre est en fait à mi-chemin entre les statuts français de suspect et de témoin, à quelques nuances près. Octavio conseille donc à Hector d'écrire à la juge suisse en lui expliquant la situation, ce qu'il fait, et finalement la juge tranchera pour le statut de témoin. Donc là, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a plein de cas comme ça, où en fait, soit il n'y a pas d'équivalence, soit l'équivalence est fausse. La deuxième partie de ce travail de liaison, c'est la canalisation des échanges transfrontaliers. Et j'entends par l'idée de canalisation vraiment l'idée de regrouper les échanges transfrontaliers, mais aussi de les rendre navigables. Elle va jouer, cette brigade, à ce moment-là, le rôle d'interlocuteur fil rouge, de courroie de transmission, dans le cadre d'une affaire qui va non seulement passer de policier en policier, de policier en policier, mais aussi de service en service, et puis de pays en pays. Ça va l'amener à créer des moyens de communication directs entre les policiers de l'affaire, mais aussi parfois à être présente sur le moment pour pouvoir jouer les intermédiaires, finalement. Et c'est précisément ce que fait Ambroise dans cette situation, intitulée « La courroie de transmission ». Alors, dans ce cas-là, c'était une personne suicidaire qui résidait à quelques mètres de la frontière suisse, côté France donc, et qui était portée disparue en France. La police française a sollicité la brigade mixte parce qu'elle pense que les recherches peuvent potentiellement passer côté suisse, puisque vraiment c'est pas loin. Et à la demande de la brigade, un maître chien suisse se rend sur le lieu de la disparition dans la soirée pour aider la policière française dans ses recherches.
Ambroise, qui est un policier suisse de la brigade, se rend aussi sur place. Il m'explique qu'il veut jouer le rôle de courroie de transmission entre eux et éviter ainsi un choc des cultures entre une police suisse qui est suffisamment dotée pour prêter un maître chien ce soir-là et une police française qui ce soir-là est en fait un petit peu en sous-effectif puisqu'il y a une seule OPJ ce soir-là pour traiter ce cas. Donc en fait, arrivé sur place, même avant d'arriver sur place, il va briefer la policière française sur l'affaire. Ensuite, il va accueillir le maître chien. Et puis, quand la recherche va commencer, il va y avoir plusieurs passages de frontières puisqu'ils suivent en fait une piste olfactive qui passe la frontière. Et en fait, quand la piste passe sur Suisse, il va prendre le lead puisque c'est lui qui est sur son territoire. Donc c'est lui qui va guider le maître chien et guider aussi la policière française. Donc là, on voit bien que la brigade va jouer un rôle de courroie entre ces deux acteurs nationaux. Et puis enfin, la brigade joue un rôle de problématisation des échanges transfrontaliers. Et je trouve cette facette assez intéressante puisque à chaque fois qu'une enquête prend une dimension transfrontalière, finalement, les policiers nationaux ils vont avoir intérêt à faire concorder à la fois les contraintes de leur pays, mais aussi les opportunités policières de leur pays. Et ça, c'est pas évident à faire à l'échelle transfrontalière. Je vous donne un exemple. En France, dans le cadre d'une enquête préliminaire, il est obligatoire d'obtenir l'accord du suspect pour pouvoir perquisitionner chez lui, ce qui n'est pas le cas en Suisse. En revanche, en Suisse, le suspect peut s'opposer un temps à la transmission de certaines preuves, ce qui n'est pas le cas en France. Donc il y a plein de subtilités comme ça qui peuvent faire que la stratégie policière qu'on avait dans un pays va être finalement très différente à l'échelle transfrontalière. Et là, en fait, toutes ces subtilités vont impliquer de réfléchir à une stratégie transfrontalière. Et c'est ce que va faire la brigade quand elle va coordonner les actes d'enquête à cette échelle, en mettant en exergue les spécificités locales, les impasses potentielles, les solutions possibles. Et c'est précisément ce qui va se passer dans la vignette suivante, intitulée « Suicide ou meurtre à la frontière ». En fait, là, on a un homme qui est mort par balle au bord d'un cours d'eau qui délimite la frontière franco-suisse. La balle semble avoir été tirée côté suisse, mais le corps de la victime, qui est suisse, est tombé dans le cours d'eau, qui est français, le cours d'eau. L'arme, quant à elle, a été retrouvée exactement sur la frontière. Et si tous les indices semblent concorder vers un suicide côté suisse, l'examen du corps côté France laisse un temps penser à la possibilité d'un meurtre. Dans le même temps, une tierce personne apparaît suspecte côté suisse. Elle fait partie des dernières à avoir vu la victime vivante et il y a du sang sur un de ses vêtements. La police française voudrait donc naturellement lancer une comparaison ADN, mais la frontière va devenir là un obstacle considérable. Comme le dit Georges, policier français de la brigade, à ce stade, tout le monde se sent légitime à prendre part à cette affaire, mais personne ne sait ce qu'il peut prendre ni comment le prendre. La brigade mixte va alors échanger avec les différentes parties prenantes de cette enquête et problématiser la situation comme il suit. Le corps de la victime est en France. Les vêtements du suspect sont en Suisse. Si la police suisse entame des démarches pour transmettre le vêtement à la France pour qu'elle poursuive son enquête, l'avocat du suspect pourra s'y opposer et ralentir le processus. Par ailleurs, les démarches seront lourdes. Ambroise propose donc à un policier français que la comparaison d'ADN soit faite en Suisse et que les Français soient mis dans la boucle sans entrer officiellement dans la procédure. Et les policiers français acceptent. Voilà pour cette seconde composante de leur travail qui les amène à jouer avec les frontières. Et puis, dernière composante, c'est celle qui est peut-être la plus en lien avec l'action policière telle qu'on l'imagine en tant que membre extérieur de la police. C'est la plus opérationnelle, c'est le travail intermédiaire transfrontalier. En fait, ce travail intermédiaire, il va intervenir lorsque la brigade, et elle le fait aussi, prend directement en charge un acte d'enquête ou un acte de contrainte. Donc, toujours dans le cadre d'enquête, d'une enquête qui va émaner d'autres polices, elle va cette fois intervenir directement. Donc, ça peut être pour du renseignement, de la surveillance, de la filature, mais aussi de la perquisition ou de l'interpellation. Et pour poursuivre notre allégorie de départ, les policiers de la brigade se placent alors en musiciens transfrontaliers. Ils vont chercher à complémentariser les moyens, à synchroniser les efforts et à optimiser le résultat transfrontalier. La complémentarisation des moyens d'abord. Alors, dans le cadre d'une dimension transfrontalière, dans le cadre d'une enquête à dimension transfrontalière, vous vous en doutez, il est fréquent de disposer d'outils, mais aussi d'informations de part et d'autre de la frontière. Mais ces outils et ces informations sont en fait très rarement recroisés, puisque les polices, on l'a vu, sont étanches.
et très rarement compilé. La brigade, elle, peut faire ça, parce qu'elle peut se renseigner des deux côtés de la frontière. Et parfois, souvent, en tout cas c'est le cas dans les enquêtes que traite cette brigade, ça permet de débloquer des enquêtes qui sont un peu au point mort quand on s'arrête à la frontière. Et c'est ce qu'ils vont faire en fait dans la vignette suivante, intitulée « Un enlèvement presque parfait ». Là, c'est un enfant qui a été enlevé à sa mère en Suisse par son père et sa nouvelle compagne. Donc là, c'est un rapt parental qui a été plutôt bien organisé et aucune information n'est disponible côté suisse. Donc la police suisse est bloquée. Les ravisseurs ne sont ni suisses ni français. Ils ont quitté la Suisse et la France et ils ont utilisé plusieurs véhicules de location pour quitter le pays. Sauf que la brigade mixte, quand elle va commencer à entrer dans l'enquête, elle va faire des recherches côté France. Et là, elle va se rendre compte que les véhicules qui ont servi à l'enlèvement en Suisse ont été loués en France, et donc sans précaution. Et donc, ça veut dire qu'au moment de l'enquête, il existe des identités, des temporalités et potentiellement des traces côté France qui ne sont pas disponibles à la Suisse, pour la Suisse. Et donc, à ce moment-là, elle transmet ces éléments. Donc, voilà pour ce qui est de complémentariser les efforts, les moyens transfrontaliers. Et puis, la synchronisation des efforts transfrontaliers. Là, c'est... En fait, tout l'avantage de cette équipe, c'est d'avoir une double nationalité. Il y a des Français et des Suisses dans l'équipe. Donc, ça veut dire que là où des policiers nationaux pourraient mettre en place des modes de coopération en suivant les outils, en suivant les procédures, etc., eux, ils peuvent s'adapter à un instant T, à la nationalité de l'enquête. C'est-à-dire que quand les personnes, par exemple, qui sont recherchées ou poursuivies passent la frontière, eux, ils peuvent devenir suisses ou français. Donc, ils peuvent faire, comme ils le disent, aligner les planètes, là où des polices nationales pourraient faire la même chose, mais souvent en prenant plus de temps. Et dans ce type d'enquête, parfois, le temps peut être déterminant. Donc, elle bénéficie là d'une organisation binationale qui est préalable et qui la rend beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Et elle peut s'adapter quasiment en temps réel à l'évolution transfrontalière de l'enquête. C'est ce qui se passe dans le cas de cette vignette. C'est le cas d'un braquage qui est moins lucratif que prévu, puisque donc, ça se passe en Suisse. Un policier genevois assiste par hasard au braquage d'une bijouterie. Il contacte la police locale qui interpelle le guetteur et pas les braqueurs. Les braqueurs ont fui en taxi. À ce moment-là, la brigade mixte n'est pas dans l'enquête. Mais la police suisse parvient à déterminer qu'en taxi, ils sont allés en France. Un des policiers de la brigade mixte a l'information et la brigade rentre dans l'enquête et constate qu'une carte d'hôtel a été retrouvée sur le guetteur. Et puis, il repère que cet hôtel, potentiellement, ils savent lequel c'est. Et donc, ils vont se mettre en fait en disposition devant l'hôtel, planqués devant cet hôtel. Et puis, au retour des braqueurs, ils vont les interpeller directement. Et donc, en l'espace d'une journée, finalement, des braqueurs qui ont fait leur coup en Suisse sont interpellés en France par cette équipe. Donc, c'est par là, en fait, qu'ils entendent l'alignement des planètes. Et pour finir, l'optimisation du résultat transfrontalier. Alors, étant donné que ces affaires transfrontalières, elles s'étendent sur 2 territoires, ça veut aussi dire qu'on peut être amené, pas toujours, parce que souvent c'est plutôt le monde judiciaire qui décide, mais elle peut être amenée à avoir la possibilité d'arrêter la personne plutôt en Suisse ou plutôt en France. Donc, comme je vous le précisais, la plupart du temps, cette décision revient au pouvoir judiciaire, puisqu'ils agissent à sa demande, mais il arrive aussi que les possibilités soient plus ouvertes ou plus négociables. Et dans ce cas-là, ce que va faire la brigade mixte, c'est comparer tout d'abord, premier critère, la solidité du dossier de chaque côté de la frontière pour s'assurer qu'en cas d'arrestation, les preuves soient suffisamment crédibles et accablantes pour que face à un juge, ça tienne, tout simplement. Mais ils vont aussi tenir compte du niveau de gravité des fautes commises, de la sévérité des peines encourues de part et d'autre de la frontière. Et ils vont essayer de trouver une configuration qui est juste, c'est-à-dire qui entraînera de façon quasi certaine une sanction leur semblant suffisamment sévère au regard de la gravité des fautes commises. Donc, ce qu'ils vont évaluer, c'est la qualité des preuves disponibles, le niveau de peine encourue et la gravité des fautes commises dans les différents pays. C'est ce qui se passe dans la vignette suivante, intitulée « À quelle sauce manger le crapaud ?» Alors, je précise pour ceux qui n'ont pas entendu ce terme.
le terme crapaud, c'est pas un terme qui est utilisé uniquement par la brigade mixte. C'est un terme qui est utilisé par, enfin moi je l'ai entendu en tout cas de la part de plusieurs policiers pour désigner en fait les personnes qu'on poursuit, comment dire, les personnes qu'on cherche à interpeller. Et c'est intéressant parce qu'il y a d'autres chercheurs qui ont identifié d'autres mots pour désigner ces personnes, mais je trouve que le terme de crapaud, il dit quelque chose aussi de la façon dont on pense la criminalité comme potentiellement bondissante au-dessus des frontières. Donc, quelle sauce mangeait le crapaud? La brigade mixte a été sollicitée dans une affaire de vol pour recel. Le cambriolage a eu lieu en France par un résident a priori français, et le matériel photographique qui a été volé a été repéré dans une boutique en Suisse. D'après le propriétaire de cette boutique, la personne qui lui a fourni le matériel doit revenir plus tard dans cette boutique en Suisse. Donc, au sein de la brigade, on se demande alors s'il est plus pertinent de l'arrêter pour recel lors de ce rendez-vous en Suisse, ou s'il faut chercher à le filocher en France pour savoir où il loge, je cite, et recueillir des preuves pour l'arrêter pour cambriolage en France. Cambriolage. Dans le premier cas, je cite toujours, donc si on l'arrête pour recel en Suisse, il ne passerait qu'une nuit au violon. Dans le second cas, il y a un risque qu'il soit relâché faute de preuves pour cambriolage en France. Le lendemain, Hector, policier français de l'équipe, et Octavio, policier suisse de l'équipe, se demandent s'il est plus pénalisant d'être arrêté en Suisse ou en France pour la cible. Selon Octavio, les peines sont plus lourdes en France et les prisons plus accueillantes. Hector finit par conclure qu'il vaut mieux agir quand même en Suisse. Il dit « Il vaut mieux le taper pour recel en Suisse parce que, a priori, il n'y a pas de quoi l'associer au cambri en France. Le matos volé n'est pas numéroté. On va se mettre en dispo, mais l'opportunité de le taper en Suisse est plus avérée. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu de problème avec la police chez nous en France. » Donc voilà pour les compositions de travail transfrontalier, donc la façon dont ces policiers vont travailler grâce toujours à leur richesse culturelle sur les frontières nationales. Mais il faut bien voir que tout ça ne se fait pas sans difficulté, puisque en fait, le fait de travailler à la fois sur les cultures dans l'équipe, le fait de travailler sur la frontière nationale, ça implique aussi de travailler sur le périmètre de son activité. C'est quoi le périmètre de l'activité de la brigade opérationnelle mixte? Et en fait, ce périmètre, il est constamment négocié et renégocié au contact des autres services de police, puisqu'il n'est pas figé. Et donc, ils doivent en fait constamment définir et redéfinir les frontières de leur propre activité. Et donc, ça veut dire qu'ils doivent essayer de se fixer sur ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire. En poursuivant la métaphore, ils doivent donc préciser leur style musical. Alors, si je reprends les catégories de travail transfrontalier précédentes, je pense qu'on peut dire qu'être un représentant, ça implique de toujours conserver un rôle d'acteur. Et ça, c'est pas évident parce que le travail de représentant, il est très chronophage, il prend beaucoup de temps, et c'est un temps durant lequel la brigade ne peut pas forcément jouer son rôle de liant ou jouer son rôle d'intermédiaire entre les polices. Et pourtant, en fait, ces deux dernières facettes du travail, elles sont conditionnées par ce rôle de représentant. C'est en étant représentant ils peuvent aussi avoir des affaires intéressantes qui leur arrivent. Mais ces deux autres facettes du travail, c'est aussi ce qui donne sens au travail policier. S'ils n'avaient qu'un rôle de représentant, finalement, ils auraient le sentiment d'un détachement vis-à-vis de l'action. Donc ils sont en permanence en train de chercher un équilibre, à la fois en assurant le travail de représentation, tout en s'assurant de rester disponible pour le travail de liaison et le travail d'intermédiation. Ambroise dit, le cœur de notre métier, c'est l'action. Il faut qu'on garde ce contact avec l'action, sinon on devient un service de renseignement comme un autre. Mais on doit aussi jouer les cornes de brume et faire notre auto-promo, sinon on disparaît. Et puis, sur le travail de liaison, il y a aussi là un enjeu de définition de la frontière, puisque relier, c'est important, c'est même fondamental, mais il ne faut pas que ça devienne un travail invisible, puisque lorsque ces policiers mettent en lien d'autres policiers au-delà de leur frontière nationale, cette brigade constitue un rouage très utile pour les autres services de police, mais en fait, c'est invisible parce que ce n'est pas adossé à des actes d'enquête ou des actes de contrainte. Donc finalement, dans la formalisation et la quantification du travail de policier, finalement, ça ne compte pas. Et pourtant, ça prend du temps. Donc tout l'enjeu, c'est de rendre visible cette partie du travail pour qu'elle ne tombe pas dans les oubliettes administratives. Et ça se fait en l'adossant à d'autres facettes du travail, notamment le travail d'intermédiaire transfrontalier. Souvent,
la liaison entraîne des actes d'enquête dans le cadre du travail d'intermédiaire. Et puis, intermédier, ça veut dire aussi veiller en permanence à ne pas devenir le délégataire du sale boulot. Alors, j'entends ici sale boulot comme le concept sociologique, c'est-à-dire la partie des tâches du travail, partie irréductible, hein, qui est moins valorisante, moins intéressante aussi. Donc, on trouve ça dans tous les métiers, on le trouve aussi dans le travail policier. En fait, quand ils jouent leur rôle d'intermédiaire, ils doivent trier les missions opérationnelles qui leur sont déléguées. Et ils évaluent à ce moment-là aussi l'intérêt des missions qui leur sont déléguées, la pertinence pour eux-mêmes, mais aussi pour la brigade. Est-ce que ça rentre vraiment dans la vocation de cette brigade? Est-ce que ces missions sont utiles? Est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'elles sont intéressantes? Est-ce qu'elles sont risquées? Est-ce qu'elles sont légales? Est-ce qu'elles sont justes? Et surtout, est-ce qu'elles sont cohérentes avec la vocation franco-suisse de la brigade? Donc derrière ce questionnement, il y a la volonté de ne surtout pas être instrumentalisé par les autres services de police en devenant les délégataires du sale boulot. Je trouve que cet échange illustre bien cette idée. Georges dit « Il faut rester le label de la procédure juste, rester crédible pour rester légitime face aux autres services de police. » Ambroise, ce qu'on veut éviter, c'est d'être utilisé. Hector, on ne veut pas être instrumentalisé parce que certains ont bien compris comment faire. Georges, parfois, on récupère des affaires qui n'ont rien à voir avec le franco-suisse. Les commanditaires sont allés trouver du suisse quelque part dans l'affaire, mais c'est uniquement pour nous la transmettre. Hector, dès qu'il y a une réminiscence suisse dans l'affaire, c'est pour nous. Franck, il faut dire non à ce type d'affaires, surtout quand elles ne sont pas intéressantes pour nous. Donc voici donc pour la négociation du périmètre de l'activité transfrontalière, périmètre qui est, comme nous l'avons vu, toujours sujet à débat, jamais a priori défini et potentiellement sujet à un rapport de force. Pour conclure, donc à partir de ces résultats, il est possible d'entrer en discussion avec les travaux scientifiques existants. Souvent en recherche, on ne parle pas de conclusion, on parle de discussion, parce qu'il y a l'idée de faire résonner les résultats avec ce qui a été dit avant et d'entrer en discussion avec ce qui a été dit avant. Donc entrer en discussion d'abord avec le champ de la négociation culturelle. C'est un champ théorique qui a étudié très finement les collectifs multiculturels et qui a montré comment les acteurs dans ces collectifs négocient leurs différences culturelles pour construire notamment des synergies culturelles. Et donc ça dépasse l'idée de choc des cultures. Et cette recherche qui a été menée dans cette brigade, elle permet d'enrichir ce champ en montrant concrètement comment et pourquoi ces synergies culturelles sont élaborées par les acteurs dans le cours de leur travail. On voit en effet qu'en fait, ces policiers vont bricoler avec des bouts de culture une sorte de pêle-mêle culturel et qui va leur permettre d'agir sur une infinité de stratégies à partir de leurs différences. Entrer en discussion ensuite avec le champ de la culture comme une boîte à outils, celui dont je vous ai parlé initialement. Alors, comme je vous l'expliquais, ce champ va montrer comment les acteurs jonglent avec leurs différences culturelles dans le cadre du travail. C'est ce que font les professeurs dans les chambres délibératives, mais aussi les participants au tribunal de toxicomanie. Et finalement, ils vont à la fois essayer de trouver des modalités de travail en commun, et puis ils vont garder quand même leurs différences. Alors c'est ce qu'on trouve aussi dans cette équipe. On voit bien que leurs différences culturelles n'ont pas disparu, ils ont juste trouvé un moyen de les faire dialoguer, une culture commune. Ce qui est intéressant dans cette recherche, c'est que ça permet d'aller au-delà des stratégies individuelles, parce qu'en fait, on voit que là, ce qui se passe, ça ne se passe pas à l'échelle individuelle, ça se passe à l'échelle collective. En fait, cette brigade a développé une forme d'ambidextrie culturelle à l'échelle collective, dans le cadre d'un travail collectif. Et puis entrer en discussion avec le champ du travail frontière. Enfin, ce champ, il montre comment les acteurs qui travaillent à la frontière le font. Il montre comment on travaille à la frontière, comment on travaille sur la frontière, comment on travaille pour la frontière. Et c'est aussi ce que font les policiers étudiés. Ils travaillent à la frontière de leurs différences culturelles en collaborant et en créant une culture commune. Il travaille aussi sur la frontière nationale en composant une multitude de stratégies transfrontalières dans le cadre des enquêtes. Et puis, il travaille aussi pour la frontière professionnelle, puisqu'ils vont en permanence essayer de définir le périmètre de ce qui constitue leur activité de travail. Et donc, ce que cette recherche apporte au champ du travail frontière, c'est une meilleure compréhension des imbrications entre ces trois niveaux de travail frontière.
J'emprunterai pour finir ma conclusion à Octavio, policier suisse de la brigade, qui dit justement et musicalement au sujet de cette brigade: on est un peu un quartet, chacun vient avec son instrument et finalement on joue des partitions. On est parfois chef d'orchestre, l'image est bien choisie parce qu'on ne sait pas forcément jouer de tous les instruments, mais on a une oreille musicale. Et parfois, on se met à jouer du violon. Voilà, je vous remercie pour votre attention.